C'est le scénario de base. Le Forum international de la robotique agricole, le FIRA, s'est tenu à Toulouse, ou plus exactement à Auswil-Tolosane, du 7 au 9 février. Un changement de date pour l'événement qui se tient d'ordinaire en décembre, et un changement de lieu aussi pour pouvoir assurer des démonstrations au champ. Une première pour cette 7e édition. Plus d'une vingtaine de robots étaient ainsi présentés, binage, surveillance, arboriculture, viticulture, grande culture. La robotique est désormais présente dans toutes les strates de l'agriculture. Et elle est prête à s'implanter doucement au sein des fermes. Alors il était grand temps de pouvoir constater ces évolutions sur le terrain. À mon arrivée, la démonstration du Trector était déjà entamée, un robot tracteur 100% autonome et électrique créé par Citia, une entreprise nantaise. Le Trector, c'est un porte-outil autonome qui est à la fois polyvalent et électrique. Trector, il a pour but d'aller dans de multiples cultures à partir de la même base. C'est-à-dire qu'il a une moteur variable et une voie variable qui permet d'aller aussi bien dans des rangs de vignes que dans des cultures maraîchères, voire de plein champ. L'intérêt de ça, c'est aussi de pouvoir nous avoir des retours d'expérience sur tous les types de cultures et proposer quelque chose d'uniforme à l'ensemble de la profession. Trector, c'est une machine électrique qui propose des sorties hydrauliques et une prise de force électrique en direct sur les packs batteries. Mais elle a aussi, pour des raisons d'autonomie, un petit générateur thermique qui permet de recharger au champ dès que les packs batteries sont à un niveau assez bas, donc à environ 40%. Le moteur thermique va se mettre en route et va permettre de recharger les batteries en travail. Donc on va toujours rester dans un fonctionnement électrique. Mais par contre, on va réduire la consommation puisque le rendement qu'on est en direct sur des packs batteries électriques est bien meilleur que si on utilise des prises de force sur un engin thermique traditionnel. Vous, combien de temps ça fait? Alors, d'une part, combien de temps ça fait qu'il existe ce robot? Combien de temps vous l'avez développé? Et est-ce que vous l'avez déjà présenté à d'autres FIRA un petit peu? Ouais. Alors, nous, on est Citia, on est une entreprise, une PME qui existe depuis 1986. Donc notre activité principale avant, c'était de faire des bancs d'essai et des machines spéciales pour l'industrie, l'aéronautique, l'automobile. Et depuis 2010, on a initié un peu un nouveau département de robotique. Et en 2014, on a commencé à développer un premier prototype qui s'appelait Puma Gris et qui a duré jusqu'en 2017. Puis en 2019, au CITEVI, on a présenté pour la première fois le Trector, qui est rentré en commercialisation en 2020, donc chez nous, les concessionnaires distributeurs, pour qu'ils aient le temps aussi de se mettre au point et de tester les machines chez certains clients pilotes. Depuis 2022, on a des machines qui tournent dans les champs chez des utilisateurs, chez les agriculteurs justement, et donc la machine est considérée comme commercialisée. Après cet échange, un petit machin qui galopait dans l'herbe attire mon attention. D'une apparence pas banale grâce à ses rayons qui lui servent de pied, ce robot s'avère être une machine sentinelle destinée à surveiller les cultures, en particulier les céréales à paille. Il a été imaginé par Meropi, une société basée à Grenoble remplie de jeunes motivés à l'image de son cofondateur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu donc qu'est-ce que c'est que ce robot qui pour le coup est vraiment un look atypique et il attire l'œil? Bonjour, écoutez là vous avez le robot Sentinelle du végétal qui est un robot de scouting, c'est-à-dire un robot qui a pour vocation de revenir toutes les semaines sur une même parcelle agricole et qui est dédié à la surveillance des céréales à paille en priorité aujourd'hui, que ce soit le blé, que ce soit l'orge, et qui va permettre d'aller informer l'agriculteur, de l'alerter, le technicien éventuellement, de la provenance de mauvaises herbes, tout ce qui va être adventice, les ravageurs et les maladies dans un second temps. C'est l'objet de notre travail encore. Donc on l'a développé vraiment de façon atypique, c'est-à-dire qu'il a un système de roues en rayon qui vont lui permettre, comme il revient sur un même lieu toutes les semaines, d'enjamber la culture sans aller impacter la végétation. Pour ça, on va le déposer sur la parcelle le matin. On lui aura simplement fourni en début de campagne les contours de sa zone de travail, de la parcelle. On lui aura informé de quel est le chemin qu'il souhaite travailler.
Et toutes les semaines, il va aller réaliser la même mission et nous informer. Pour ça, on a des clichés qui sont pris à une fréquence régulière. On a des algorithmes qui vont être capables d'aller mettre en valeur ces images et d'informer cette donnée brute, de la transformer en information agronomique exploitable. Et derrière, on envoie des alertes, un diagnostic. Et comme le robot est autonome, il n'y a pas besoin d'opérateur à proximité, qu'il est guidé par un système GNSS, GPS, avec une très haute précision, on est capable de géolocaliser tous les événements indésirables qui ont été rencontrés. Donc on va être capable de fournir un certain nombre de cartes qui peuvent éventuellement être utilisées par l'agriculteur s'il est équipé ou si c'est dans sa conduite de culture pour lui permettre de faire de la modulation d'intrants. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. C'est un tour de plaine plus qui permet de libérer du temps aux techniciens, de libérer du temps à l'agriculteur pour qu'il soit capable derrière d'aller améliorer ses conditions de travail et de faire jouer là où il y a un véritable intérêt agronomique pour lui, c'est son expertise agronomique sur ok, j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, quels sont les meilleurs choix à réaliser à partir de ça. Puis dernier point, si on veut quelque chose qui soit facile d'utilisation, il faut que ça soit très modulaire. Donc au-delà de ce système de roues en rayon qui permettent de ne pas impacter la culture et d'être assez rapide, le robot fait entre 15 et 20 kg suivant les versions. Et les roues peuvent être retirées en 1 minute, remises en 1 minute avec un système de levier. On pose le tout dans le coffre à plat dans la voiture. On peut mettre 3 robots, 4 robots dans la voiture, dans la camionnette. Et en allant sur une parcelle, en allant chez l'agriculteur, peu importe, on dépose le robot sur sa zone de travail. Lorsqu'il a terminé, il nous alerte et on peut aller le récupérer. Si besoin, on le recharge directement, on retire la batterie ou on peut même interchanger la batterie. That is one important that's something that's only accessible to large scale farmers. Now it's small. Rebelote, nouvelle démonstration quelques instants après mon échange avec William. Cette fois, c'est le mastodonte Naio Technologies qui s'y colle. L'entreprise est le leader mondial en robotique agricole avec plus de 300 robots commercialisés dans le monde. Une petite fierté pour la France et davantage encore pour l'Occitanie, puisque l'entreprise est basée à quelques kilomètres d'ici au sud de Toulouse. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour le moment, place à la démonstration de Ted, le petit dernier de chez Naio qui présente son robot enjambeur pour désherber les vignes. Donc TED, c'est un robot enjambeur viticole qui est disponible en plusieurs hauteurs et largeurs pour s'adapter à certains vignobles à travers le monde ou en France. Sa spécificité, c'est qu'il est 100% électrique. C'est une machine qui est capable de travailler jusqu'à 8 heures par jour assez facilement et les utilisateurs peuvent brancher sur des perches standards qui correspondent à ce qu'on a sur des enjambeurs viticoles ou des tracteurs viticoles. Peuvent brancher n'importe quel outil. Des outils actuellement qui sont mécaniques et passifs. On ne branche pas encore d'outils actifs. Ça pourrait arriver, des outils animés électriquement. On a déjà des constructeurs qui ont travaillé là-dessus et qui peuvent s'accrocher sur cet enjambeur. Comment il fonctionne? Donc là, on le voyait, il se déplace à travers les vignes. Il a un capteur, est-ce que c'est une caméra? Comment est-ce qu'il y a une intelligence artificielle derrière? Aujourd'hui, on n'utilise pas d'intelligence artificielle et de capteurs liés à de l'intelligence artificielle pour la simple et bonne raison qu'on sait qu'en agricole, on aura beau nourrir une intelligence artificielle au maximum. Aujourd'hui, elle est capable de nous faire des faux négatifs ou faux positifs. Donc on se base uniquement sur des choses très mécaniques. Donc pour la sécurité, on a des coussins qu'on appelle bumper autour de chaque roue. Ça, c'est en cas de choc contre un poteau, un humain qui touche, la machine s'arrête. Ensuite, pour qu'elle navigue dans les parcelles, et là dans le cas c'est de la vigne, on fait un bornage GPS. Nos conseillers viennent chez le client. Ils prennent l'antenne GPS, tous les 10 mètres, ils placent un point GPS, ensuite ça revient à Escale 15 au sud de Toulouse, le fichier est corrigé si besoin en fonction de ce qu'on a eu comme écart sur le signal GPS, on crée une ligne et ensuite ils se guident avec un signal RTK au centimètre près ou à 2 cm près et il suit un chemin et son objectif c'est de passer la parcelle au fil des allers-retours, il fait toute la parcelle, il est aussi, il y a une protection de géofencing, donc en fait c'est une ligne géographique autour de la parcelle qu'il n'a pas le droit de franchir. Voilà comment ça fonctionne. Et son guidage, c'est vraiment du GPS par rapport à des lignes de référence qu'on a enregistrées.
Et il fonctionne en complète autonomie. On voyait que la démonstration, quelqu'un le lançait à la manette, et puis après, il va faire demi-tour et il va se débrouiller. Donc c'est à peu près équivalent à le fonctionnement, la mise en route, elle est à peu près équivalente à ce qu'on peut avoir sur des tracteurs qui sont équipés de la coupure de tronçon de GPS, c'est-à-dire qu'on précharge une carte qu'on a déjà faite. Le robot sait qu'il est sur telle carte, on la lui valide, on lui engage le premier rang et on peut lui donner un mode de travail. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, tu travailles un rang sur deux et tu sautes et ensuite tu tournes en hippodrome, tu travailles chaque rang que tu rencontres. Il y a plein de façons de le faire travailler suivant les besoins de l'utilisateur. Sur place, au forum, agriculteurs du coin, de PACA ou encore de Bretagne côtoient des étudiants américains, des industriels espagnols ou encore des chercheurs hollandais. Une fierté pour ce salon qui entend faire briller l'Occitanie en France et la France en Europe, voire dans le monde. Car l'enjeu de la robotique, c'est bien de rendre sa place de superpuissance agricole à la France tout en accompagnant l'agriculture dans les grandes mutations qui la bouleversent, tiraillée entre défis environnementaux, changement climatique, nouvelles attentes sociétales et renouvellement des générations. Ça fait que prendre de l'ampleur et on est très content cette année de voir des robots dans les champs qui travaillent le sol avec des agriculteurs. Donc ça donne juste envie d'aller plus loin avec des nouvelles perspectives pour continuer à faire venir plus de personnes, plus d'agriculteurs, plus d'agricultrices. Nous souhaitons réellement accompagner le monde agricole dans cette mutation. Et l'accompagner, c'est aussi créer les meilleures conditions de la création d'un écosystème qui vienne servir en fait cette ambition. Je suis très honoré et très fier d'accompagner cette manifestation. Le pôle Sud-Ouest Innovation a senti très tôt, sa mission est en innovation, a senti très tôt les forces du territoire du Sud-Est toulousain dans l'émergence d'un nouveau marché qui est la robotique agricole. C'est vraiment une nécessité pour le monde agricole qui a du mal à trouver de la main-d'œuvre, des travaux pénibles. Et là, on voit se matérialiser réellement une offre de services. Alors le modèle économique n'est pas encore trouvé, la filière n'est pas encore bien constituée, mais on a l'habitude dans le territoire toulousain de savoir monter des filières. Aéronautique et espace sont là pour donner l'exemple. Alors oui, on est très content des évolutions du salon, le FIRA, le Forum international de la robotique agricole. On avait démarré il y a 6 ou 7 ans avec vraiment une toute petite édition, c'était à Purpan à l'époque. Ensuite on a pu grandir un petit peu, on a été en centre-ville de Toulouse, on a été à Diagora pendant plusieurs années, ce qui a permis à l'événement de devenir vraiment connu à l'international au sein de la filière robotique agricole, donc à la fois recherche, industrie. Et maintenant ici, à la Cité Verte, on a pu passer à une nouvelle envergure avec des démonstrations au champ. Et je pense que c'est vraiment ce qui change la donne. Donc on a beaucoup plus d'agriculteurs qui sont venus, et ça fait partie du but aussi, c'est de montrer les potentiels de la technologie à ces nouveaux agriculteurs. Et par rapport à, donc sur la partie FIRA, ça nous montre qu'il y a tous les ans de plus en plus d'engouement de visiteurs. Donc on a encore des ambitions de faire grandir l'événement, de faire venir plus d'agriculteurs, plus d'agricultrices. Ça va continuer. Et en continuant à accentuer le salon autour des démonstrations au champ, de montrer ce que la robotique amène concrètement à l'agriculture, pas juste de manière scientifique, mais vraiment de manière agricole. Et par rapport à la région Occitanie, on se rend compte que justement le savoir-faire à la fois d'Occitanie, qui est une très grande région agricole, donc le savoir-faire agricole mélangé au savoir-faire industriel issu du bassin aéronautique, mais pas que. Mais il y a vraiment un mélange qui est en train de prendre et qui fait qu'on est la région aujourd'hui la mieux placée pour devenir à l'échelle nationale, mais pas que. Moi je pense vraiment au niveau européen pour rayonner et montrer le savoir-faire encore une fois de l'Occitanie et la valeur ajoutée de l'agriculture, de la robotique pour l'agriculture. Donc pour moi la prochaine étape c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que ça soit en Occitanie qui est le plus d'agriculteurs et d'agricultrices qui utilisent des robots. Ça va être le nouvel objectif. So every, not just country, but local region in the country will have a mobile phone. That's where it's going. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le leader mondial de la robotique agricole, c'est bien Naio Technologies. Et au sein de l'entreprise, une importance toute particulière est accordée à la fabrication des pièces de robots en France, comme ces cartes électroniques,
et à la conception de ces logiciels de guidage avec une équipe de développement interne. Nanotechnologies, c'est une entreprise vraiment toulousaine, régionale, qui fait appel à des fournisseurs régionaux pour la conception et la réalisation des cartes électroniques. Tous les logiciels de guidage sont internes, donc on a une équipe de développeuses et de développeurs qui travaillent là-dessus. Et on a de la construction à Castres, la construction à Montauban. C'est des robots qui sont made in Occitanie, made in France. Est-ce que j'écoutais tout à l'heure au pavillon Occitanie un petit discours justement qui parlait de l'importance de développer la filière et le bon pari en tout cas de développer cette filière ici? Est-ce que vous partagez aussi cet engouement? Est-ce que ça vous tient à cœur de garder ce savoir-faire en Occitanie et en France? En fait, si on regarde de manière très honnête, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France est partie avant tout le monde et qu'aujourd'hui Naïo, c'est le leader mondial de la robotique. Il y a 300 robots Naïo qui tournent sur la planète, en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays. Il serait normal que, vu l'historique grande puissance agricole de la France, on soit en mesure de devenir, pour peut-être 10 ans, 20 ans, les leaders mondiaux de l'agriculture robotisée, qui est là pour aider l'agriculteur, pas pour remplacer les gens, parce que c'est comme sur les élevages laitiers, on n'a jamais remplacé les fermiers quand on a mis des robots de traite. Mais il faut à tout prix que la France tienne sa position et se batte pour ne pas se faire dépasser par d'autres entreprises. Parce que c'est de l'emploi local, c'est du savoir-faire technologique local, c'est des métiers support, c'est des gens sur le terrain qu'on embauche nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a 80 salariés chez Naïo. Une entreprise lancée avec 2 personnes en 2011. C'est quand même une belle performance et il faut que ça soit accompagné à tout prix pour que tous les autres challengers ou les collègues du monde de la robotique agricole soient aidés et renforcés dans leur progression. Que les agriculteurs se rassurent cependant, les robots ne sont pas amenés à les remplacer, en tout cas de la bouche de tous les acteurs présents au FIRA. Ils ne seront qu'une aide qui permet aux agriculteurs de gagner du temps et de pallier au manque criant de main-d'œuvre. Un robot finalement ne restera que destiné à effectuer des travaux quotidiens sur des tâches longues et il n'est pas encore capable de remplacer un tracteur lorsqu'il faut travailler 10 heures dans la journée pour récolter le foin. Quelle est votre vision un petit peu, c'est aussi ça le sujet de ma venue, pour voir un petit peu toutes les innovations, quelle est votre vision de l'agriculture du futur, j'ai presque envie de dire l'agriculture d'aujourd'hui, parce que c'est des choses qui existent déjà, qui sont en marche, qui fonctionnent. Je suis assez d'accord que c'est l'agriculture d'aujourd'hui parce que c'est un besoin qui est de plus en plus présent d'avoir des machines d'entretien autonomes pour faire de nombreuses tâches du quotidien et décharger aussi les exploitants de ces tâches-là. La vision actuelle, c'est d'abord d'apporter ces machines dans les cultures et de voir comment les agriculteurs peuvent travailler avec. Nous, ce qu'on a comme retour d'expérience, c'est que les personnes, pour l'instant, ont l'envie de rester à surveiller les machines autonomes. Donc souvent, il y a l'opérateur qui fait les travaux de la culture, mais à côté, avec le tracteur à vue de la machine, puisqu'on est encore à superviser la machine à moins de 250 mètres. Et puis, une fois cette étape passée, qui peut durer peut-être une saison, les agriculteurs vont de plus en plus superviser la machine à distance. Est-ce que vous imaginez qu'à terme, alors vous allez sûrement me dire que oui, parce que vous prêchez pour votre paroisse, mais que ces robots deviennent la norme, en quelque sorte? La norme, oui et non. Je pense qu'il y aura toujours les tâches avec beaucoup de valeur ajoutée, toujours les parcelles très compliquées, les tâches très spécifiques, où ce sera compliqué de s'équiper avec des outils très onéreux souvent pour pouvoir faire ces tâches, qui resteront des tâches des tractoristes. Les tractoristes devront faire. Pour moi, la robotique, c'est vraiment des travaux d'entretien quotidien sur des tâches longues qui vont permettre de soulager justement sur toutes ces tâches-là. J'ai une question existentielle, philosophique sur les robots, et peut-être du coup ça va m'aiguiller sur la philosophie qui vous a poussé à construire ce robot. La robotique, est-ce que c'est un remplaçant de l'agriculteur, ou c'est un soutien et une béquille, un appui? Alors on pose souvent la question, c'est bien, votre robot il remplace l'agriculteur, il n'y a plus besoin d'aller sur la parcelle. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de réaction.
estime que le bon agriculteur aura toujours à aller sur ses champs. Maintenant, aujourd'hui, c'est très bien, c'est la réalité, avec il y a de moins en moins d'agriculteurs, des surfaces, des exploitations de plus en plus grandes, une population qui est de plus en plus expérimentée, on va dire vieillissante. C'est un fait, et donc si on veut bien faire les choses, si on veut être capable d'aller à la fois améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, parce que le métier d'agriculteur c'est pas facile, si on veut être capable d'aller limiter l'impact de l'activité sur l'environnement, si on veut être capable de répondre à un certain nombre d'attentes sociétales, de répondre à des attentes d'enjeux aussi, de stress, de gain de temps, de pénibilité, de manipulation des produits de santé végétale, il faut qu'on travaille sur ce genre de solutions. Voilà. Et donc, sur du tour de plaine, aujourd'hui, vous n'avez pas le temps d'aller parcourir toute la parcelle. Alors que si vous avez un outil qui vous prévient le plus tôt possible, qui vous dit également où est-ce qu'il y a un problème, à quel moment intervenir éventuellement, mais que vous restez maître de l'exploitation, parce que nous, à notre niveau, on ne fait qu'un diagnostic, on ne prend pas les décisions, on ne fait pas le choix, là, c'est ce que je disais, l'expertise de l'agriculteur est mise en valeur. Finalement, il peut se concentrer sur ce sur quoi il est bon, sur quel est le cœur de son métier, tout simplement faire de l'agriculture. Alors, est-ce que la robotique, c'est l'agriculture du futur ? C'est une excellente question, à laquelle je ne pense pas avoir la réponse. Ce qu'il faut regarder, ce sont les différentes révolutions agricoles qu'on a eues au cours des derniers 10 000 ans, notamment la révolution verte il y a 50 ans. Le temps passe vite, un peu plus, presque. Et on parle de 4e révolution agricole avec toute l'arrivée TIC, donc technologie d'information et de la communication sur ces sujets. Mais à côté de ça, ça fait 30 ans qu'on utilise le GPS sur les tracteurs. Les agriculteurs ont été parmi les premiers équipés de smartphones pour le suivi de leur culture. Sur une catégorie de la population professionnelle, ils font partie de la tranche haute en termes d'équipement. Donc c'est un outil supplémentaire. Disons qu'on peut imaginer que ça répond à un certain nombre de problématiques qu'on rencontre, par exemple avec des machines de plus en plus grosses, mais de plus en plus lourdes, il y a des réflexions sur des unités plus petites, des fonctionnements en essaim. C'est pas pour rien qu'on commence à avoir, avant on avait beaucoup de startups, mais de plus en plus de gros agromachinistes qui se penchent sur ces sujets, qui s'investissent, qui ont des réflexions extrêmement intéressantes et je pense positives sur la filière en termes de régulation par exemple, de normalisation, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne la foire d'empoigne. Et puis pour terminer, ça dépend vraiment quels sont les choix de société qu'on souhaite réaliser pour plus tard, quelles sont les attentes. Bon, si je peux me permettre une remarque, on a remarqué que là sur ces dernières années, l'année 2022, on a eu une baisse de la consommation bio. Voilà. Alors qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui se sont convertis, qui ont fait des investissements qui estiment pertinents pour leur suivi agricole, pour leurs exploitations, mais également par rapport aux attentes, que c'est pertinent. Et on a des investissements qui ont été faits et qui peuvent être compliqués à rentabiliser aujourd'hui. J'explique pas cette raison, je la connais pas, mais il faut regarder ça, il faut en être conscient. Donc, mine de rien, nourrir la population, c'est un des besoins primordiaux, si ce n'est le plus primordial, qu'on puisse faire aujourd'hui. Mais il faut que cette population fasse aussi un certain nombre de choix et que ces choix soient derrière, les technologies puissent accompagner les agriculteurs pour suivre les choix de société. Alors, bonne question. Pour l'avenir, et c'est peut-être quelque chose que les gens ne pensent pas quand ils voient un robot, quand ils voient un investissement à faire, je pense qu'il est fort possible que toutes les fermes qui existent fassent appel à un robot. Mais ça pourrait être le robot de l'Acuma, ça pourrait être le robot d'une ETA. C'est pas forcément chacun va acheter un robot, parce que le robot, ce qui est intéressant, c'est son usage, sa possession. Elle est intéressante aussi, qu'il y a beaucoup d'hectares à faire, mais du désherbage mécanique dans les vignes ou dans des parcelles de culture spécialisées comme de l'ail ou autre, c'est très des fois ça dure une journée, on revient 10 jours après. Il n'y a pas un besoin en permanence de posséder le robot, de l'avoir sur la ferme. Donc on peut avoir de la mutualisation facilement, ou de la prestation, comme aujourd'hui on fait des services complets de tracteurs chauffeurs semi. Il y a plein de façons de l'utiliser qui ne seront pas forcément de la possession de robots. Mais je pense qu'à l'avenir, on aura beaucoup d'endroits où, à cause du manque de main-d'œuvre qualifiée, capable, on fera appel à un robot qui n'est pas compliqué à faire fonctionner,
Il faut juste s'y repencher un peu quand on le redémarre à chaque saison. Mais on aura des robots un peu partout, pas forcément dans chaque ferme. Ça va être une nouvelle composante des solutions offertes aux agriculteurs. Pour l'instant, on n'est pas capable, avec par exemple de la motorisation électrique, d'aller concurrencer un tracteur de 150 chevaux qui doit faire 10 heures de travail par jour au moment où il y a le pic. Mais par contre, pendant ce pic de travail, s'il y a un robot qui peut faire les basses besognes un peu basiques de désherbage dans une vigne ou dans un champ, pendant qu'on est avec le gros tracteur pour faire un chantier qui nécessite beaucoup de débit, ça peut être une belle complémentarité. Ça sera pas un outil comme on a tous une fourche ou un balai dans une ferme, mais ça sera un outil qui permettra de gagner du temps et d'éviter de devoir arbitrer entre différentes tâches. Aujourd'hui, le climat qui est un peu perturbé, si on voit des orages qui débarquent, on a quelque chose d'envie, c'est d'aller faner, d'aller faucher, de vite tout rentrer. Si pendant ce temps, pour d'autres tâches, il y a des robots qui peuvent aider parce que c'est très basique, mais au moins on est délesté de ce problème et on va focus sur ce qui est vraiment valeur ajoutée et vigueur économique de l'exploitation.